Un autre dimanche sans langue de bois. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est entre ces mains que la conférence des forces vives de la nation a confié la boussole qui devra orienter notre vivre ensemble depuis 1990. Certains l'appellent gardien du temple, la Cour constitutionnelle. Ces conseillers sont communément appelés sages. Quand elle parle, quand elle arbitre, la Cour, c'est la voix de Dieu. Sans recours, ces décisions s'imposent à tous, de la base jusqu'au sommet. Voici 29 ans qu'elle parle. De Elisabeth Carr et Kwekbonyon à Joseph Fifa Medjogbenou, 6 mandatures se sont succédées. À bientôt 30 ans, on peut dire d'elle qu'elle a traversé déjà l'âge où les caprices de l'adolescence, les folies de la puberté dominent nos décisions, nos actions, si elle, Cour constitutionnelle, était comparable à nous, humains. Mais chaque mandat semble avoir ses folies. Chaque mandat semble avoir ses leitmotivs, ce qui fonde ses actions, ses décisions. Ce n'est qu'un secret de polichinelle, mesdames, messieurs. L'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle est très aimée des Béninois. Selon le professeur Olade Okonlola Moïse Laleye, ce n'est pas de cette mandature que datent les caprices de l'épouse Cour constitutionnelle qui font grogner l'époux, le peuple. Aujourd'hui encore, la Cour constitutionnelle est au centre de toutes les attentions. Dans une crise qui voit les législatives aux couleurs des partis jumeaux présidentiels, elle est appelée au banc des accusés par beaucoup qui font même d'elle un des principaux responsables de cette impasse. Comment en sommes-nous arrivés là? Si ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis quand et quels sont les soubresauts qui avaient commencé par nous dévoyer de l'avenue démocratie que nous avons empruntée depuis 1990? Et que peut-on faire pour s'en sortir? Je le citais tout à l'heure, professeur Olade Okonlola Moïse Laleye, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre bonjour n'est pas parvenu à nos auditeurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes professeur d'université, universitaire observateur de la vie sociopolitique du Bénin. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. D'abord, la décentralisation et le développement des territoires au Bénin. Je cite ensuite le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique. Un troisième co-rédigé, un troisième qui va surtout fonder l'émission de ce matin, le gros livre, je le dis ainsi, que vous avez sorti récemment, La Cour constitutionnelle et le peuple au Bénin, d'un juge constitutionnel institué à un procureur suzerain. Tout à fait. Vous l'avez publié récemment. Nous avons lancé, c'est déjà publié depuis le 4 juillet. Depuis le 4 juillet. 2018 par l'Harmattan. Par l'Harmattan, mais vous l'avez lancé le 28 février dernier. Présenté et lancé au public béninois le 28 février dernier. Il parle, le livre de la Cour constitutionnelle et du peuple. Et déjà, moi, en le feuilletant pour les quelques pages que j'ai lues déjà dans le préface signé du magistrat Honoré Pierre et Oumi, ancien procureur général à la Cour suprême, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, première mandature. À la page 6, j'ai lu, entre autres, une constitution, puisqu'il faut encore le dire et toujours le dire, est la chose du peuple souverain, son bouclier contre tout abus, quel qu'en soit l'auteur et de quelque pouvoir qu'il vienne. La Cour constitutionnelle elle-même ne peut échapper à cette vérité éclatante et éblouissante qui structure et anime toute la vie sociopolitique dans un état de droit. Pourtant, professeur Laleye, partant de là, peut-on alors séparer la Cour constitutionnelle du peuple pour en faire deux entités différentes, puisque vous écrivez déjà en titre de votre ouvrage La Cour constitutionnelle et le peuple? Merci, monsieur le journaliste. Non, de toute façon, comme je vous le dis, et vous l'avez répété, on ne peut pas séparer la Cour constitutionnelle du peuple. Ce n'est pas possible. Donc, le travail que j'ai eu à faire l'a démontré. Surtout en ce qui concerne le peuple béninois. Il faut le dire que depuis ses origines de peuplement, a toujours lutté pour la paix. Et pour avoir cette paix,
elle a été il a été plutôt, le peuple a été très soucieux de ses libertés, de la garantie de ses libertés, et veut toujours vivre dans une société de paix, de justice. Et qui dit justice parle du droit. Et de ce point de vue, j'ai pu démontrer à la première partie, tout au long de la première partie, qu'elle a été, j'ai mis en perspective, je vais dire plus précisément, la cour et le peuple. J'ai remonté toute l'histoire pour conclure à quoi? Pour arriver à démontrer que, au constat, le peuple est quelque part trahi par la pratique de cette citadelle de notre démocratie. D'abord, en démontrant que ce qui s'est passé pour que nous ayons désormais une cour constitutionnelle en l'état actuel, une juridiction indépendante spéciale, que ce n'est pas une juridiction des activistes et autres intellectuels de la conférence nationale, mais c'était un parachèvement d'une longue lutte de ce peuple. On a donc chevé dans notre loi fondamentale les germes qui garantiront la paix, notre vivre ensemble. Tout à fait. On a dit du Bénin jusqu'ici qu'il est un pays de paix, parce que depuis 1999, tant bien que mal, on a su faire les transitions à la tête du pays, on a su conduire le pays jusque-là. Est-ce que si nous avons demeuré pays de paix pour beaucoup jusqu'ici, c'est parce que cette cour à laquelle on a confié cette boussole dont je parlais a bien joué son rôle? Déjà, les éléments de réponse infusent de votre prise de parole déjà. Ah non, non, c'est pas possible. Ça, c'est à la limite ce que j'appelle la coadice du peuple qui fait que nous sommes en paix. Hein. Si ça ne tenait qu'à la pratique de la Cour constitutionnelle, il y a longtemps qu'on aurait vécu ce que d'autres pays ont vécu. Il y a longtemps. Tout à fait. On peut situer déjà ça. Oui, dans mon travail, j'essaie de situer les dérives, surtout à partir de la seconde mandature. Quand la Cour a commencé par se doter des principes à valeur constitutionnelle, à partir de la notion de la transparence, ensuite le consensus, et bon, et d'échec-rideau, on a commencé, jusqu'à ce que vous avez vu que cette Cour, dans le cadre des élections de 2011, par exemple, nous a regardé droit dans les yeux et a dit que c'est elle-même qui a recensé le nombre des inscrits pour pouvoir proclamer les résultats de 2011. Vous avez dit que la Cour s'est dotée de pouvoir à partir de la deuxième mandature. C'est-elle donc donné un pouvoir que la conférence des forces vives de la nation ne lui a pas conféré? Voilà encore une confusion. À partir du moment où nous avons la Constitution, il faut oublier ce que nous appelons la conférence en tant que règle devant nous régir. Parce que si la Constitution en elle-même est le pacte social, c'est le contrat, en principe, toute la philosophie, toutes les valeurs professées, les règles qui ont été déterminées, encore que, je le dis, nous n'avons pas eu le rapport de la conférence nationale jusqu'à ce jour. Nous avons eu un discours du rapporteur général qui a essayé, donc, de façon lyrique et dithyrambique, de nous restituer un tant soit peu. Mais comme rapport, on ne l'a pas. Mais cela dit... Son discours ne vaut pas rapport. Ah non, ça, sur le plan de la réalité des choses, vous constaterez que, bon, on n'a pas de rapport de la conférence nationale. Alors, pour revenir à ce que je disais, à partir du moment où il y a eu le contrat, la Constitution a été adoptée, en principe, rien ne doit plus survivre à cette loi suprême à laquelle nous devons loyauté, respect, à la limite, une dévotion. À la deuxième mandature, ça a commencé par quoi? Vous avez cité des actes, des reproches déjà que vous faisiez à l'époque. Ça a commencé par quoi? Quel est l'acte? Oui, déjà c'est la décision, vous allez voir ça dans le livre, c'est la décision qui déjà a fait de la transparence. C'est comme si la Cour était dans le besoin de montrer qu'elle était dans un besoin de nous donner un principe, en parlant du principe de la transparence comme un principe à valeur constitutionnelle. Alors qu'en vérité, ça n'avait aucun sens. La transparence, c'est une propriété de l'honnêteté, requise de toute élection.
Alors, je le dis, après, on a parlé de consensus qu'on a érigé comme un principe à valeur constitutionnelle lorsque les députés ont voulu se donner une prolongation. Et on dit qu'il faille d'abord. Alors que pour cette question, c'est pas possible, en vérité. Il n'y a pas de raison qu'on puisse dire que le consensus, par définition, c'est un vocable qui est utilisé en diplomatie pour éliminer tout ce qui est élection, ce qui est vote majoritaire, de telle sorte que tu me cèdes ceci, je te cède l'autre, tu acceptes ceci, tu acceptes l'autre. Alors, pour ceux qui savent, et je prends les témoins de la conférence, il n'y a jamais eu consensus à la conférence nationale. Il y a eu quoi là? Oui, bon, c'est un deal. Je peux dire que nous avons profité d'un deal qui a existé entre Feu Monseigneur de Souza et Feu le général Kérékou. Donc, ils ont eu un deal. Et ce deal, je pense que ça a permis, et le président, Feu président Kérékou l'a dit dans son discours de fin, pour dire que si la conférence a réussi, c'est grâce à un homme. Que si on doit remercier, je le dis comme ça, hein, si on doit remercier quelqu'un, c'est la dextérité de l'homme de Dieu. Donc ils se sont entendus et le peuple a profité de cela. Sinon, le 25 février, lorsqu'il y a eu, et lorsque la conférence a proclamé le caractère souverain de cette décision, mais quand il y a eu la séance où tout le monde s'est levé pour chanter l'hymne national, les caciques du PPP étaient restés assis pour montrer pour désavouer cette histoire. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, bon, ça a pris corps et tout le monde dit consensus, consensus, non. Un consensus, toujours il y a derrière des frustrations. Mais c'est toujours au niveau de l'exposé, ce qui se manifeste devant, c'est une parodie d'entente, en vérité. Parce que derrière, c'est que tu me cèdes ceci, je t'ai cédé cela, et pour qu'on aille. Vous allez voir, au niveau international, c'est le consensus qui s'emploie. Lorsque les gens ne s'entendent plus et qu'il fallait aller au vote, on arrête. Et on essaie c'est inconciliable, qui n'est pas forcément l'accord, hein, le consentement, on ne l'a pas. Transparence, consensus, autre péché de la Cour? Je dis, c'est une série. Vous allez voir, toute la seconde partie de mon livre a été pour démontrer, c'était une brochette, et ça allait, hein, en évoluant dans la profondeur où la Cour se découvre un dessin de suzerain, distributeur de rôle. Et surtout, on utilise sa fonction de régulation. Or, comme je le dis, pour ceux qui veulent m'entendre, le régulateur, par définition, c'est le réparateur, le mécanicien de votre véhicule. Le mécanicien, lorsqu'il diagnostique la panne, parce qu'il y a dysfonctionnement sur votre moteur, ne fabrique pas la pièce, puis ce n'est pas la conception. N'est-ce pas? Il va chercher la pièce et met ça pour rétablir l'équilibre. Mais au nom de la régulation, on dit que la Cour a tous les pouvoirs, même des pouvoirs d'injonction, des pouvoirs. Mais vraiment, c'est là, c'est la déviance totale. Alors que ce n'est pas une institution supraconstitutionnelle. La Cour, en tout cas, ces animateurs doivent aller chercher dans la Constitution quelle note loi suprême, quelle est la pièce qui manque, la pièce qui a fait défaut, et met ça à sa place et permet aux autres d'aller s'asseoir. Dire que ces décisions sont sans recours n'est pas un pouvoir discrétionnaire. D'ailleurs, c'est ça qui doit engager plus ces animateurs à être très humbles et à être très rigoureux pour une application stricte. La Cour n'a pas besoin d'appliquer de façon brutale la loi. Non, je suis désolé. La Cour doit nous convaincre chaque fois. Le dernier citoyen béninois doit se sentir dans ce qui est sorti. On n'invente pas. Il n'a pas inventé une pièce.
de notre Constitution. Et tant que la Constitution est là, la Cour est là, le juge constitutionnel est là pour en faire une juste application. Donc on ne peut pas se servir de cette fonction de régulation pour se donner tous les pouvoirs au point de faire injonction à d'autres pouvoirs, dire allez, il faut aller dans tel sens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Au point, je vous le dis, en 2011, que la Cour puisse nous dire clairement et sans embâche que c'est elle-même qui a recensé le nom des inscrits pour proclamer les résultats. Est-ce qu'elle en avait le pouvoir? Et si oui, quand est-ce que le recensement a été effectué? Alors que voilà cette Cour qui a poussé tout le temps à ce qu'on aille à la LEPI. Qui, je dis et je continue de dire, j'attends le contradicteur, n'existe pas, ni légalement, selon les dispositions de la loi 2009, ni matériellement. Il y a quelque chose, il y a des données. C'est clair, parce qu'on est parti chercher. Mais au sens de la loi, au sens matériel, vous n'avez pas ça. La preuve en est, tous les ans, on est obligé, alors qu'on a dit que c'est parti pour 10 ans. Il a été dit qu'on va mettre la liste à jour. Même déjà, en 2015, on a dit que ça a été repris, non? La mise en jour n'est pas ce qu'on fait. On parlait d'actualisation. L'actualisation n'est pas ce qui se fait. Voilà la réalité des choses. Donc voilà un coup qui a poussé pour qu'on en arrive là. Et finalement, n'a pas pu l'utiliser pour proclamer le résultat de 2011. Alors vous comprenez que ça aurait pu nous faire basculer si le peuple béninois ne s'est pas mis au-dessus de la mêlée et accepté pour que les choses aillent. Voilà la réalité. Si je dois apprécier, à partir de ces éléments que vous avancez, oui, ce mécanicien qui ne fabrique pas la pièce, qui identifie la panne et qui va chercher la pièce ailleurs. Il ne cherche pas la pièce, il cherche la pièce par rapport dans le magasin. Oui, dans le magasin qu'est la constitution. Que le constituant, le concepteur de la pièce a construit pour pouvoir mettre. Et c'est notre magasin ici, c'est la Constitution, c'est les lettres de la Constitution. C'est la partie de vos éléments, ces mécaniciens que sont les mandatures qui se sont succédés. Bon. Les pièces que ces mandatures sont allés chercher ne viennent pas de notre magasin, la Cour constitutionnelle pour la plupart. Mais où est-ce que vous avez vu qu'au-dessus des lettres de la Constitution, il y a des acquis démocratiques de la conférence nationale? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ces acquis n'ont-ils pas été pris en compte par notre loi fondamentale pour que ça survive à la loi suprême? On dit loi suprême, c'est ça la Constitution. Il n'y a plus autre chose. Et ça dit, professeur Lallet, que la Constitution que nous mettons en œuvre aujourd'hui, que la Cour constitutionnelle est en train de... Oh, elle a été réécrite plusieurs fois. Elle a été réécrite plusieurs fois. C'est comme l'histoire. Je dis par exemple, allez prendre les dispositions de l'article 31 en ce qui concerne les droits de grève. Personne ne veut me convaincre. Et c'est en français facile. Pourtant, ce ne sont pas des explications qui ont manqué. Garanti. L'État garantit, reconnaît et garantit. Alors, selon et l'application dans les conditions de la loi. Mais toute loi qui tendrait à mettre des limites, à mettre des restrictions qui sont synonymes à interdiction, viole la Constitution. C'est si simple que ça. Ça a été encadré, ça n'a pas été... Tout encadrement qui doit être synonyme d'interdiction, viole. C'est pas interdit. Je dis tout interdit, tout encadrement, toute restriction, toute limite qui doit équivaloir à une interdiction du droit de grève et une violation de l'article 31 de notre loi fondamentale. Et ça, c'est inacceptable. Et la Cour a toujours suivi. Et encore, quand vous voyez comment les choses se font, hein, on va chercher des recours d'opportunité, on fabrique des recours pour pouvoir aller au secours de l'exécutif. Ça là, ce n'est pas une réécriture de notre Constitution. Je vous le demande. Ayons l'humilité de lire les choses et de voir. Toute restriction,
toute limitation législative qui doit tendre à son interdiction, je vous dis, c'est si fort. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette cour est le parachèvement de la lutte de ce peuple pour la liberté, pour la garantie des droits fondamentaux de la personne, des droits humains et les droits humains. Donc à partir de ce moment, mais c'est une synthèse. On ne peut pas, en tout cas à l'état actuel de notre constitution, rien ne peut nous amener à même penser qu'il faille interdire. On peut trouver tous les moyens, mais quand ça va là, jusqu'à être synonyme d'interdiction, on viole la constitution. Donc c'est une réécriture. Et pourtant, ce ne sont pas les publicistes qui ont manqué aux mandatures de la Cour constitutionnelle, à part l'actuelle. Jusque-là, on en avait. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens qui sont sachants de la chose soient dans l'équipe? Et puis... Bon, je me plais à dire deux choses. Soit les gens sont de bonne foi et appliquent, et ça c'est l'incompétence. Et vous avez vu, je l'ai dit, hein, ce n'est pas toujours ceux qui brillent qui est de l'or. Si vous voulez comprendre, vous voulez m'amener sur un terrain de l'ouvrage co-rédigé, pouvez-vous penser que le CAMES dont on parle, qui aujourd'hui même a la vérité depuis 2016, a perdu déjà son M, parce que la République malgache s'est retirée. Je ne sais pas si en temps elle est revenue, mais en tout cas depuis 2016, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le document. C'est un organisme qui fait la promotion de l'élite de notre pays et qui est sans assistance légale, qui baille dans l'informel, m'assure. C'est grave ce que vous dites, professeur. Je l'ai écrit avec mon collègue, le professeur Raimi. Je l'ai écrit. Et on a présenté ça depuis le 25 avril dernier. On attend. Le secrétaire général du CAMES, il est passé la dernière fois. Et j'ai compris qu'il n'a pas eu la paix belle avec le président de la République. C'est-à-dire? Ah oui. En tout cas, je vous renvoie à ce que lui-même a dit, qu'il faille changer aujourd'hui la vision et le leadership du CAMES. Que c'est ce que le chef de l'État a requis. Je l'ai dit. Et j'attends. Au moins, écoutez, c'est écrit. Et la diffamation. J'attends. Alors, donc il y a beaucoup d'incompétents. Il y a beaucoup d'intellectuels par effraction dans notre pays. Donc je dis, il y a des gens. Ça, c'est de bonne foi, ils sont incompétents. Par contre, il y a d'autres qui sont des sachants, mais qui sont de mauvaise foi. On veut, c'est l'allégeance. Et je l'ai dit dans mon ouvrage. C'est l'allégeance à un homme. On veut être reconnaissant. On veut vivre de son confort. Et on trouve la vérité et on ne veut pas. On ne veut pas être technique. On veut tout politiser dans la politique politicienne. C'est tout ce qui nous tue. Or, comme je le dis, avec la lumière dans ce studio, ça recule l'obscurité. L'obscurité intellectuelle comme l'obscurité morale. Alors, quand un organisme étatique fait la promotion de la fine fleur dans l'informel, dans le règlement de compte, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, en tout cas, je mets quiconque au défi. C'est un professeur d'université qui parle, Honoré qui parle du CAMES. En tout cas, je l'ai écrit, non? Mais alors, donc vous allez voir tout le mal, et ça depuis près de 45-48 ans, voilà ce qu'on met sur le marché. C'est une véritable machine de production, de reproduction de la médiocrité. Ah oui. Et c'est démontrable. Ce que nous disons, c'est à quelqu'un qu'à venir, débat contradictoire, pièce contre pièce, document contre document. Et je dis, je mets à témoin, aujourd'hui, en tout cas depuis 2016, nos deux ministres, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la fonction publique, ils ont de la documentation qui puisse leur dire que ce que nous disons là, c'est inattaquable. Donc voilà ce dont s'ouvre notre pays.
Soit soit c'est l'incompétence. les gens se Et trompent ils de sont bonne de foi, donc ils sont incompétents, Oui, soit d'autres ils sont des là pour jouisseurs. des sachants pour servir. Oui, oui, ils sont là. J'ai l'impression, professeur Lallet, que vous avez exprès écarté la première mandature parce que votre livre est préfacé du magistrat honoraire Pierre Réou. Si vous connaissez cet homme, vous allez savoir quelles difficultés j'ai eues pour pouvoir le sortir de sa tanière. Parce que voilà les rares qui sont très scrupuleux. Vous pouvez aller faire l'enquête. Il n'a jamais voulu. Je l'ai forcé pour dire, les gens bien, il faut que vous sortiez, il faut que vous parliez. Mais malgré ça, il n'a pas voulu. C'est pour vous dire d'abord que j'ai eu trop de difficultés pour le sortir. Quelle était sa raison? Oui, parce qu'il est très... Déçu? Non, 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 pas déçu. Il est très pointueux sur son métier de magistrat. Donc, il est toujours dans les choses, dans le respect de la confidentialité, dans sa chose. Bon, pour dire tout simplement que non. Il est aujourd'hui magistrat honoraire. Tout à fait, mais ça ne lui a pas été donné. En tout cas, il faut aller enquêter auprès de ses congénères des jeunes. Je pense qu'il fait partie des rares qui sont respectables dans ce métier, dans cette maison. Bon, pour dire quoi? Non, la première mandature n'a pas été exempt d'erreur, mais elle a eu soin de ne pas se mettre au-dessus de la Constitution et à faire l'exploitation que les autres en font. C'est tout. C'est tout. Et ils se sont appliqués à respecter la Constitution dans ses lettres et dans son fond. De telle sorte que ce n'est pas moi que... Faites encore une enquête. Vous verrez que tout le monde, c'est de choses de renommée publique et d'accords publics que la première majorité, parce qu'ils ne sont pas partis pour le confort. Ils peuvent se tromper. Je ne dis pas qu'ils sont exempts. Mais vous ne verrez pas, je n'ai pas pu recenser de façon comme je l'ai fait pour les autres. C'est pourquoi d'ailleurs chronologiquement j'ai remonté à la seconde mandature, vers la fin encore de cette première seconde mandature. Oui, c'est-à-dire la seconde mandature, c'est vers la fin qu'elle a commencé par dériver après 2005, comme ça. Donc c'est pour vous dire que je ne dis pas que c'est une chose une mandature exempte d'erreur, mais au moins ils ont mis à cœur le caractère infraconstitutionnel et ils ont pris à cœur leur mission comment on appelle, d'agents soucieux, d'intellectuels, de magistrats, c'est-à-dire pris dans le cas de celui qui est parti de juger par une juridiction. Ils ont essayé quand même de restituer ce que c'est que l'âme de notre Constitution. Pourtant, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. Aujourd'hui, c'est la mandature, en tout cas. Si on doit en parler dans le bon sens, c'est la seule mandature. Peut-être demain, on peut trouver une autre mandature. Est-ce à dire que dans une mandature, quand un spécialiste, un publiciste se perd, c'est tous les autres qui se perdent avec lui? Non, je ne dis pas ça. C'est collégial, la résultat collégiale. Vous avez vu, je dis que la Cour doit convaincre le citoyen par cette décision. Il ne faut pas oublier, et c'est très important, je veux que vous notez ça, la Cour déclare la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité, bien qu'il soit un juge. Il ne juge pas, il dit, comme le juge ordinaire, c'est-à-dire le juge du droit commun. Donc il dit, c'est constitutionnel, oui, ce n'est pas constitutionnel. C'est ça. Il ne va pas au-delà pour dire, faites. Non. Pour prendre un il dernier peut exemple, pas. Il n'a même pas. Pour prendre un dernier exemple, ajouter un certificat de conformité à. Ah, vous voulez arriver à ce débat? On en viendra. On ne peut pas, c'est l'actualité. Je répète, le mécanicien ne fabrique pas les pièces. Le mécanicien ne fabrique pas les pièces. Il va chercher la pièce qui manque et met pour faire remettre. Et s'il ne trouve pas la pièce dans le magasin? Mais vous savez que le moteur, c'est fini. Pourquoi des fois, il faut commander certaines pièces chez la maison mère. Parce que ce n'est pas lui qui a
conçu. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est parce que la Constitution n'a pas tout prévu forcément que la Cour constitutionnelle se sent obligée pour réguler? Vous n'aimez pas ce rôle que... Oui, réguler ne veut pas dire se substituer. Se substituer à... Ah, que non. pour essayer quand Il même faut de faire trouver les choses. moyens pour dire... Parce que c'est quoi? Quand ça grippe, c'est parce qu'il y a une mauvaise application quelque part. C'est tout. C'est parce qu'il y a mauvaise application. Donc il lui appartient de dire non. Voilà ce que dit le texte. Et voilà comment vous devez l'appliquer. Point barre. De telle sorte que, au nom de la séparation des pouvoirs, lorsque même il y a des tests législatifs qui posent problème, Est-ce que dire voilà comment on doit l'appliquer, ce n'est pas déjà dire ce qu'il faut ce n'est faire? pas une injonction. Lui le dit et il donne le pouvoir, il laisse l'autre appliquer. C'est ce que je voulais vous dire tantôt. Des fois, si le législateur envoie une pièce que c'est anticonstitutionnel, il n'a pas besoin de corriger forcément. Il peut retirer la proposition, le projet de loi, pour dire non. Bon, si c'est anticonstitutionnel, je n'en parle plus. On n'a pas besoin d'aller traficoter, d'aller manipuler. Non, Parce je qu'on suis a connu désolé. des cours qui ont même fait des propositions. Vous pouvez faire ceci, faire cela. Non, il peut lui faire même des propositions. Il n'est pas obligé. C'est-à-dire, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, et dans l'application stricte de cette séparation des pouvoirs, il ne peut pas demander à l'autre de faire ce qu'il ne veut pas faire dans ses prérogatives. Mais il peut le suggérer pour dire, bon, c'est dans ce sens. Parce que lui, il est là, il attend. Tant que ce n'est pas conforme à la Constitution, il vous dit c'est non constitutionnel. Je prends un exemple, Point barre. professeur Lalaye, Oui. où la Cour constitutionnelle, par cette mandature, la mandature défunte est allée jusqu'à dire à l'Assemblée nationale, c'est l'exemple qui me vient là de mémoire, de devoir installer un corps d'épi dans un délai, et que l'Assemblée nationale a cru devoir ne pas s'exécuter, attendre, faire les choses selon son calendrier. L'Assemblée nationale a-t-elle eu raison à l'époque? Mais totalement. Mais totalement, la preuve. Donc, ça aurait, voilà des choses que si n'eût été ce que je dis parfois, la qualité de ce peuple, qui est parfois très pacifique, mais ça aurait pu être une crise insurmontable. Le législateur a pour mission de légiférer. Point barre. Il t'amène sa production, ce n'est pas conforme à la Constitution, tu le dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas conforme. Moi, j'attends. Tant que ce n'est pas conforme, ça ne sera pas appliqué. C'est ça, le pouvoir qui est derrière pour dire, c'est sans recours. Et c'est bien clair, toute loi, tout acte déclaré inconstitutionnel est inapplicable. C'est fini. Tout le pouvoir est là. Il n'a pas besoin de se fatiguer. Que chacun reste dans son couloir de marche. Point barre. On n'a pas besoin, je dis, je répète, peut-être je suis trop idéaliste ou quoi, ou trop scolastique ou scolaire. Le respect, pas la paix, pas du respect des textes. Je dis, la Constitution est notre contrat social. Un autre exemple, professeur Lalaye, Oui. où la Sénat a cru devoir, parce que la Cour constitutionnelle actuelle a dit, ajouter le certificat de conformité, la Sénat a cru devoir sortir un autre communiqué pour demander à des potentiels candidats, à des listes de candidature, de devoir ajouter à la pièce qu'elles viendront ces listes-là déposer, ce fameux certificat. La Sénat, comme l'Assemblée nationale à l'époque, pouvait ne pas respecter cette décision de la Cour. Nous avons pris l'habitude de l'injonction. Sinon, elle pouvait dire non. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. La Cour ne peut pas être au-dessus de la loi. Et si vous voulez, on va en revenir. Et puis si vous voulez qu'on discute en même temps. Nul. Non. Et c'est ça qui fait la beauté même de la constitutionnalité. C'est ça la beauté. Nous avons un État unitaire, un gouvernement, et nous avons le Parlement, et nous avons le pouvoir judiciaire. Et les autres institutions de contre-pouvoir. La plupart sont des institutions de contre-pouvoir. Pour essayer de freiner, surtout diriger contre l'exécutif. Parce que l'exécutif, par définition, étant au charbon, a beaucoup tendance à sacrifier les droits humains pour pouvoir passer. Donc les autres sont là pour dire arrêtez, arrête, arrête. Voilà la réalité. Sinon,
Pourquoi une cour constitutionnelle aujourd'hui juridiction? Je dis, même notre constitution, pour vous dire la vérité, la constitution de 1990, ce n'est pas une juridiction. Vous allez voir dans mon ouvrage, j'ai démontré que c'est une reprise de la constitution de 1960, notre première constitution après l'indépendance. À quelques nuances près, avec quelques ajouts. Donc la démocratie n'est pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs on a parlé de renouveau démocratique. Après la parenthèse de la révolution populaire, qui parle aussi de démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours vous allez voir que c'est un état de droit que le peuple béninois a toujours voulu. Et je dis depuis ses origines. Donc de ce point de vue, qu'on ne vienne pas nous dire que nous voulons inventer. Et pour vous dire encore, là, ce que nous avons copié, très bien, cette constitution, qui n'est qu'une reprise de la constitution de 1958, que nous avons eue sous la colonisation encore, au moment où on allait vers les indépendances. Cette constitution elle-même est une reprise de la constitution du 4 octobre 1958 de la France. Donc on n'a rien inventé. Mais on l'a pu adapter à nos réalités. Et on doit pouvoir chaque fois l'adapter à nos réalités. Nous n'allons pas réinventer la roue, mais on va l'adapter à nos réalités. C'est pour vous dire que tout simplement, l'histoire, par exemple, la fonction de régulation, c'est l'article 5 de la Constitution française a confié ça au président de la République, qui, par ses arbitrages, fait la régulation. La régulation, pour vous donner encore deux exemples, les tribunaux font tous les jours de la régulation par leurs décisions. Donc, n'oublions pas, je dis, je répète, la régulation de la Cour constitutionnelle, et ça, je m'appuie encore sur la loi organique, ne peut que se faire par déclaration de la constitutionnalité ou de la non-constitutionnalité. Point barre. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur Laleye, pour que depuis que ces soubresauts nous éloignent de la destination qu'on s'est fixé, du but qu'on s'est fixé, on a dit la Cour, on a dit le peuple, comment expliquez-vous qu'on ait assisté à ce silence de ce peuple, des personnes qui voient la chose et qui n'en parlent, qui ont choisi de ne pas en parler, pour qu'au fil des mandats, les péchés s'amoncellent pour que nous en soyons là aujourd'hui? Oui, et j'aime à décrire ce peuple avec toute la souffrance que cela porte, que nous sommes finalement, à y voir de près, un peuple rusé, jouisseur, instable, inconstant. Je voudrais bien noter rusé, jouisseur. Inconstant, instable. Instable. Oui. Inconstant. Et Oui. qu'est-ce qui nous fait mériter tout ça? Ça nous fait mériter parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas nous regarder en face. Surtout en politique, c'est la contrebande. Et nous nous fignons seulement... Vous dites politique contrebande, professeur Laleye? C'est la contrebande. Contrebande, ce n'est pas un mot fort. C'est-à-dire celui qui louvoie avec les tests. C'est un contrebandier. Et en définition, dans ma langue, on dit fayao. Tu déchires pour rentrer. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Sinon, on ne serait pas là où nous sommes. Nous sommes dans le messianisme politique. Il suffit qu'on dise aux Béninois que tel monsieur est capable de vous apporter de l'argent. On ne veut plus entendre autre chose. C'est pourquoi, depuis 1990, on n'a jamais eu des partis au vrai sens du mot. Sans compter que, même historiquement, s'il y avait des partis que déjà Feu président se qualifiait de clubs électoraux, mais c'est pire ce qui se passe aujourd'hui. Le chef des partis, c'est lui le premier, c'est lui qui est tout. Et c'est lui le financier du parti. Combien de partisans cotisent? Quel parti a une école de parti qui fonctionne? Quel parti a des ailes militantes qui vont dans les universités, dans les écoles ou dans la vie? Tu ne verras pas. Et les partis n'ont de vue qu'à la veille des compétitions électorales. Et tu attends le peuple te dire carrément. C'est là qu'il faut aussi situer les responsabilités. Tu te dis, mais
Voilà, tu es venu pour parler de mon destin, de mon avenir. Mais qu'est-ce que tu as apporté? Et derrière ce que tu as apporté, là, c'est l'argent. Tout le monde sait dans ce pays que ce qui nous tue depuis 90, doucement, doucement, et qui a pris tout, c'est la sacralisation de l'argent dans la vie politique. On fait des mandats du carriérisme professionnel, on veut se professionnaliser. C'est tout comme on arrive, on oublie que c'est des mandats que le peuple donne à son mandataire, à son élu. Il semble avoir renoncé même à sa souveraineté, ce peuple, à vous écouter. Devant l'argent, nous renonçons. Pour 50 francs, des gens refusent d'aller voter, d'aller porter, parce que j'ai vécu cela, hein, ce que je dis. 50 francs, des femmes, 20 femmes étaient debout pour dire, vous nous donnez 1000 francs pour que j'aie voté. Ils sont à côté. C'est là. Du bureau de vote. Du bureau de vote. Si vous me donnez, je ne veux pas citer, si vous ne donnez pas les 1000 francs, on ne va pas voter. C'est ça, on est tombé jusqu'à ce point-là. La sacralisation de l'argent. Et tout le monde sait. Et ce n'est pas, c'est un problème moral. Donc il faut qu'on aille s'asseoir, qu'on se regarde droit. Il n'y a rien n'est perdu. C'est seulement la sincérité. C'est ce que je dis aux gens. Aujourd'hui, surtout nous les intellectuels, surtout les élites, le mot patriotisme nous est difficile. C'est trop fort pour nous. Le mot patriotisme, c'est trop fort pour nous. Pour pouvoir conserver nos conforts actuels ou à venir. Donc il y a les intérêts personnels qui sont privilégiés. Mais c'est tout ce qui nous tue. J'allais vous le demander. C'est tout ce qui nous tue. Et c'est pourquoi je nous dis, mais j'arrive à dire maintenant, si vous ne pouvez pas être patriote, au moins soyez généreux. Puisque moi je sais que vous êtes dans les églises, vous êtes dans les mosquées, vous êtes dans les couvents, et vous priez Dieu. Mais soyez généreux. Pour dire, arriver à un temps, cette fois-ci, arrêtons. Arrêtons pour recadrer les choses, tout simplement. Il ne faut pas sortir de la pluie de Jupiter. Si on ne peut que choisir son élu sur la base de l'argent, sur sa capacité de nous donner, mais il fallait voir, je ne les envie pas. Les députés sont des assistants sociaux permanents. De telle sorte qu'ils sont élus, mais n'ont pas la paix chez eux. Il y a toujours un rang qui attend. Au lieu de travailler pour qu'il y ait le développement, on travaille pour qu'on soit des assistants des autres. Or, vous ne pouvez pas. Combien de personnes vous allez travailler pour aller au secours? Ce n'est pas possible. C'est ça la réalité. C'est de ça que nous... En tout cas, peut-être je suis trop idéaliste, je suis peut-être... mais je ne comprends pas qu'on soit à ce stade. Je ne comprends pas. Est-ce que cette élite n'a pas une grande part de responsabilité dedans quand on sait que le peuple, s'il est dans cet état, c'est l'élite qui a eu à le contraindre là? Oui, tout à fait. C'est un mouvement osmique. Autant l'élite le fait, et là, sa responsabilité est plus grande que pour la grande masse, parce qu'au moins, cette élite, au moins, qui se dit intellectuelle, a la chance d'ouvrir les livres, de voir, et d'avoir un peu plus de discernement, un peu plus de flair. Mais vous, monsieur le journaliste, assistez votre village, vos villageois, toute l'année, ou des années, chaque fois, pour résoudre leurs problèmes, pour ne pas forcément aller leur donner l'argent, pour dire, bon, faisons des éléments de développement, prenez-vous en charge, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut ceci pour la santé, tout ça là. Mais quand tu as les élections, on va dire, Saturnin, et rien. On t'oublie, hein. C'est l'autre qui est venu avec des enveloppes. C'est quoi? Des broutilles. 500 francs, un t-shirt, sandwich, et puis c'est tout. Je dis tous les jours, ça me fait rire quand je vois les gens. Quand on dit transparence, fiabilité au niveau des élections, la vraie mécanique des élections, pour que ça soit transparent et fiable, c'est tu me surveilles, je te surveille. Mais envoie dans les centres de vote ton représentant. C'est lui le premier dans ce centre de vote qui va te trahir pour 500 francs de plus. Parce que toi, tu lui as donné 500 francs pour s'entretenir. Si l'autre vient avec 1000 francs, il laisse passer. C'est ça la vérité, non? Si qu'on nous contredise que c'est faux.
Pour 500 francs, il va laisser faire. Or, si la faute est là, la preuve aujourd'hui, voilà, pour vous dire la lépine. Voilà, nous avons une carte qui n'a pas de puce. Et on dit que c'est informatisé. En principe, le jour de vote, cette carte-là doit être oblitérée. Parce que vous allez voir, les cartes, on doit tout vous mettre à voter. Mais puisque c'est informatisé, il doit y avoir un système pour oblitérer. Voilà une loi qu'on a eu à voter et qui ne prévoit pas cet aspect de la chose. On va jusqu'à nous dire que la carte a une durée de 10 ans. Qu'il faut réactualiser. On va dire que cette carte, c'est sésame, ça doit faire ouvrir toutes les portes. Vous êtes d'accord que même les banques aujourd'hui n'ont pas le même réseau. Ils essaient de mettre des réseaux ensemble, mais il faut être d'abord adhérent pour pouvoir aller retirer des choses à la banque. Mais tout ça là, mais quand des gens s'assoient, vous regardez des intellectuels qui viennent vous dire de ces inepties, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Soit il est ignorant et compétent, ou bien c'est un vil jouisseur, puis c'est tout. Voilà la vérité. Professeur Lallet, si on doit, oui, vous avez dit que tout a commencé vers la fin de la deuxième mandature jusqu'à aujourd'hui. Mandat après mandat, la Cour a péché, s'est éloignée de ses champs. De sa vocation. De sa vocation. Et de sa mission. Laquelle aurait battu, mandature, le record? Les records, c'est au fur et à mesure que nous changeons et que la politisation prend corps. Ça va crescendo. Les espoirs sont crescendo. C'est-à-dire, on tombe. Mais, attendez. Aujourd'hui, c'est la raillerie populaire, non? Oui, justement. On vous dit aujourd'hui. Parlons de cette. Un jour plus, ça fait. Un jour plus, là c'était la dernière mandature. Alors, on était au départ. 39 ans plus un jour, il y a 40 ans. Alors, à côté de l'autre qui nous a montré, l'autre mandature qui nous dit, moi-même, j'ai recensé par moi-même le nom des inscrits. Il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas ce qui est... C'est là un peu, peut-être, l'actualité du livre, c'est que je ne trouve pas encore la résilience. Et j'ai dit ça dans ma conclusion. Quand la loupe vont les choses, je ne trouve pas encore la résilience pour pouvoir mettre un frein à cette décrépitude, à cette déconstruction progressive, accentuée. C'est ça. L'actuelle mandature, quelques-uns de ses péchés, parce que c'est elle qui est en tout chuté maintenant. en action. Tout chuté maintenant. Bon, par exemple, cette histoire de certificat de conformité. Elle n'a pas mission. Parce que dans les dispositions transitoires, a-t-on dit que c'est il y a 6 mois pour que les gens se mettent en conformité. Mais la Cour s'est comportée en législateur bis en ramenant au 28 la possibilité offerte à la chose, au parti de se conformer. Donc c'est une réécriture. A réécrit carrément la disposition transitoire de la charte. C'est tout, de la loi. Sans donner la possibilité à celui qui est mandaté par le peuple de le faire. Maintenant, cette question. Je ne voyais pas la Cour, d'abord, de mon point de vue, je peux me tromper, avec toute humilité, de mes limites scientifiques. Je ne voyais pas la Cour sur ce point précis-là, de la conformité, aller dans le sens de valider cette loi. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi, professeur Lallet? Il y a un principe de droit constant qui veut que, de façon très claire, la loi dispose pour l'avenir, sauf les cas exceptionnels. Des lois exceptionnelles où la loi elle-même dit « je suis d'application immédiate et rétroactive ». Or, pour une situation juridique comme celle de la constitution des partis, monsieur le journaliste, un parti naît, c'est une personne morale. Et ce parti-là
est né sous une loi bien déterminée. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et ça vit. Ça même des patrimoines, ça vit. Et ce parti a un statut. C'est le statut qui régit la vie. La formalité administrative de reconnaissance pour lui conférer la légalité ne peut pas être utilisée au-dessus de ces statuts. Nous sommes d'accord? C'est pourquoi on vous demande de déposer les statuts. Parce que c'est les statuts qui régissent la vie. Alors donc, au nom de ce principe de non-rétroactivité, on ne peut pas trouver dans une loi qui elle-même n'est pas rétroactive et que dans les dispositions transitoires de se conformer. Parce que pour se conformer, c'est que on met fin à sa vie. Parce que c'est possible qu'un parti qui a 29 ans, 30 ans, puisse se conformer sans disparaître et sans qu'on ne liquide ces choses-là, son patrimoine. Ça, là, ça suffisait pour que la Cour dise que c'est inconstitutionnel. Autrement dit, cette disposition transitoire oblige les partis qui existaient déjà Mais c'est pas possible. à se dissoudre d'abord. Tu ne peux pas te dissoudre. C'est une personne morale qui a une naissance sous une loi bien définie. La nouvelle loi doit s'appliquer, les nouvelles règles doivent s'appliquer à ceux qui naissent à partir de sa mise, au nom de ce principe. Donc on aurait pu déclarer ça là, anticonstitutionnel. C'est comme une loi qui vient en 2019 demander à quelqu'un qui est né en 1984 de se conformer. De renaître. De renaître. C'est exactement ça. Quand je riais, je dis, allons on va ça. Bon, on va voir. C'est une personnalité morale. Et on n'a même pas donné la possibilité pour dire, bon, vous avez la possibilité de... Et en 6 mois. C'est pas vrai. De telle sorte, vous avez vu, des partis pouvaient changer de nom. Or, on visait à dire, à faire bloc. Bloc ne veut pas conduire à ce qu'on dise qu'une partie qui a une vie et qui évolue sans enfreindre les dispositions de la loi en ce moment-là, puisse dire qu'il se conforma. Ce n'est pas possible. C'est une violation de ce principe-là, de non-rétroactivité des lois. Les exceptions, on le connaît. C'est en matière pénale, la loi la plus douce. C'est les lois interprétatives et les lois exceptionnelles même qui disent, mais dans le cadre d'une situation juridique de cette nature, une personnalité est née, vit, fonctionne, vous ne pouvez pas lui dire de venir se conformer à la nouvelle loi. Voilà déjà les premiers couacs. Deuxième couac, au plan politique. Quand nous allons prendre, cette réforme a abouti à quoi? À des partis nouveaux. Même s'ils portent les anciens noms, ou bien s'ils deviennent un conglomérat d'anciens nouveaux partis, mais c'est un parti juridiquement nouveau. Et ces partis-là, au nom des dispositions de l'article 5 de notre Constitution, quand est-ce qu'ils ont eu le temps d'animer la vie politique de notre pays? Pour avoir la prétention de nous demander d'aller compétir. Voilà encore les couacs. C'est ça qui nous mène dans l'impasse. Donc, aucun des partis, même ceux qui ont été déclarés par ces nations, doit tenir compte sur le plan politique des dispositions de la vie. Parce que quand même, celui qui doit aller aux élections doit avoir fait sa preuve. Les partis ont généralement 3 fonctions. Animer la vie politique, conquérir le pouvoir, et si son pouvoir se maintenir. C'est tout. Ou soutenir si, dans le cadre des accords de législature. C'est tout. Mais comment vous voulez qu'un peuple, alors que les dispositions de notre Constitution, en son article premier, premier disait que c'est un gouvernement du peuple par le peuple. Et l'article 2, je le dis de tête avec toutes les possibilités d'erreur, si possible, l'article 2 dit clairement que
le pouvoir, la souveraineté appartient au peuple. Et que le peuple l'exerce à travers ses représentants. Et qu'aucun parti, aucune frange ne peut l'exercer. Il faut que je connaisse au moins une partie qui a vécu dans ma vie. Les partis qui existent aujourd'hui sont nés un jour. Mais sur le plan juridique, et comme les gens se le disent, sans s'en rendre compte de cette hérésie politique et juridique que cela comporte, qu'ils sont nouveaux. Mais si tu es nouveau, moi je ne peux pas t'autoriser à te donner mandat pour aller me représenter. Quelle preuve tu en as? Qu'est-ce que tu as fait? L'article 5 de la Constitution dit animer la vie publique. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps d'animer au point de vouloir conquérir le pouvoir, si nous sommes en démocratie? À vous écouter, c'est comme s'il fallait demander même aux nouveaux partis qui sont nés de ne pas participer aux premières compétitions qui arrivent. Je ne vous le fais pas dire. Je vais vous démontrer que c'est des partis nouveaux. Et je ne le dis pas par méchanceté ou par erreur. C'est pas nouveau. Au titre de ce certificat de conformité, c'est à ce moment-là qu'on les reconnaît. Quelle expérience ils ont eue? Et la difficulté en pratique, on a vu, non? Vous avez vu même pour certaines réunions où on dit que le parti se constitue avec des nouveaux fondateurs, on part avec même le logo, pour aller montrer le logo aux membres fondateurs. Ça signifie quoi? C'est pas la contrebande, ça? Nous sommes dans du fire, dites-vous. En tout cas, moi, je ne vous le fais pas dire. Donc, c'est ça la réalité. Ce n'est pas faire preuve d'un hérédisme ou de faire du juridisme. Non! Au plan politique, je ne peux pas donner ma confiance en tant que citoyen. Parce que quand même, c'est pour 4 ans. Hein? Dès maintenant, je veux lui laisser ma langue. Il va parler à ma place. Et je ne l'ai jamais vu militer, du point de vue juridique. Parce que c'est effacé. Je ne vais appeler le nom d'aucun parti ancien. Au nom de l'application de cette disposition transitoire, le parti n'existe pas. Il ne peut plus exister. Tout ce qu'il a fait, on doit oublier. Vrai ou faux, monsieur le journaliste? Si je mens, dites-le moi. On dira c'est votre compréhension de la chose. Ce n'est pas compréhension, ce n'est qu'une conséquence, non? Voilà. Tout le monde devient juriste. Et on veut interpréter tout. Tout ne s'interprète pas. Le droit, c'est la science de l'interprétation. Je suis désolé, c'est aussi une science qui a son exactitude. Le droit, c'est mathématique. Ah, aussi, quelque part. Ah oui. Sinon, ce n'est plus une règle. Pourquoi? Dans la règle, il y a la rectitude. Je vous en prie. Il ne faut pas qu'on soit en train d'empoisonner le peuple avec des idées préconçues, tout simplement pour pouvoir aboutir à des résultats. Le droit s'apprend, le droit c'est règle. On dit ne fais pas ceci, tu ne fais pas. Je vous dis, en principe, une loi nouvelle ne peut pas être applicable parce qu'on dispose pour l'avenir. C'est ça la règle, non? Et je vis, je dis je vis. C'est une personne morale. C'est une association avant tous les partis. Et le parti travaille pour s'imposer. L'histoire de dire que les partis ont, comment on appelle, doivent avoir des ancrages. C'est dans 15 membres fondateurs par Non, l'ancrage, l'esprit de l'ancrage, c'est le travail que le parti fait pour qu'il ait un ancrage. Parce qu'après tout, c'est une association. Des personnes qui ont un idéal, qui ont une idéologie politique et qui veulent aller conquérir le pouvoir. Il faut qu'ils convainquent le peuple. Sinon, ça signifie quoi? Ensuite, de façon générale, il y a 2 formes de partis. Il y a des partis de cadres qui sont très restreints et des partis populistes comme les communistes qui veulent, eux, dès le départ, avoir. On ne va pas contraindre tout le monde à être populiste ou populaire. Non, je suis désolé. C'est d'abord une association de personnes. Et c'est eux qui, par leur travail, portent et rassemblent et font un ancrage. C'est pourquoi on parle de fief. Et ça, ce n'est pas inventé. C'est la pratique. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je suis à votre disposition. À dire. Cette émission, elle est interactive. Les auditeurs certainement attendent déjà qu'on leur ouvre la ligne. On a grignoté quelques minutes. Il s'annonce un premier déjà en ligne.
On va commencer par les recevoir. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Pour intervenir, je rappelle le numéro 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Satine Gassou. Oui, bonjour. Justin Maillot depuis Serre, village natal, commune de Topo. Monsieur Nounayon, vous avez l'antenne. Vous allez bien? Oui, nous rendons grâce à Dieu. J'espère que vous aussi. Je salue le professeur Lalé. Bonjour, monsieur. J'avoue que son développement, je l'ai suivi sans même perdre le perdre d'une seule seconde. Alors, ça m'est trop allé au cœur. Alors, ce que je voudrais dire, notre pays a été surtout pleuré sous les deux mandats qui sont passés. Alors, moi, j'avais toujours dit, quand j'appelle ce mec, j'avais toujours dit qu'il faut diagnostiquer les mots avant donc de soigner un malade. Et qu'il fallait une autre assise auquel les gens, à laquelle du moins les gens n'avaient jamais pensé. Alors, tout le développement fait. Je voudrais demander au professeur Lalé, et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que tout a été diagnostiqué. Je me suis trouvé parfaitement dans tout ce qu'il a dit. Je me suis retrouvé dans tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre pays puisse décoller? Et puis, comme il n'est pas venu pour faire de la publicité, mais je voudrais savoir où est-ce qu'on peut trouver son document, le livre dont il parle là. Où est-ce qu'on peut trouver ça pour pouvoir donc prendre connaissance de tout ce qui est là pour développer. Je vous remercie et puis à tout à l'heure. Merci à vous, monsieur Nounayon. Notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi c'est Yves Agosso. Yves Agosso. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Agosso? De Semekpodji. De Semekpodji. Vous avez l'antenne. Oui, c'est juste pour remercier le professeur. Nous, au moment où on était au campus, on avait pensé que c'était le professeur Tota et Sorosé et Sousa et autres professeurs qui étaient les références, mais il y en a encore. Vraiment, je lui dis merci. Et je voudrais juste conforter le point de vue par rapport à ce qu'un politicien a dit sur RFI, par rapport à la non-rétroactivité de la loi. C'est comme si quelqu'un a contracté un mariage et une nouvelle loi vient. On dit parce que vous avez contracté un mariage sous l'ancien régime, et il y a une nouvelle loi, il faut dissoudre votre mariage et recommencer avec la nouvelle loi, c'est impossible. Donc je voudrais que ces sachants, ceux-là qui nous gouvernent, sachent que tout rattrape et ce qu'ils ont eu à fabriquer, c'est ça qui rattrape. Et des voix comme mon professeur Lalaye, de temps à autre, qu'ils sortent pour nous éclairer, pour nous conforter, pour nous rassurer, parce que vraiment, on n'a plus espoir. Mais tout espoir n'est pas perdu. Je lui dis félicitations et du courage. Merci. Merci à vous, monsieur Agosso. Un troisième auditeur en ligne. Bonjour. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72 pour intervenir. Alors? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour le plateau, bonjour le professeur. Bonjour. On m'appelle quelqu'un Robert depuis Ifan. Robert Keke. Je souhaiterais que vous me dites que depuis 1991, quelle est la Cour qui a plus failli à sa mission? Je souhaiterais que vous appelez ça. Deuxième question. Comme de mandature à mandature, nous constatons que le non-respect de notre Cour s'empire. Maintenant, et ça risque de nous conduire au chaos. Que ferions-nous? Nous, là, c'est le peuple. Que ferions-nous pour, même si on ne peut pas arrêter ça, au moins freiner ça, pour que ça ne nous conduise pas vers le chaos? Je vous remercie. Merci. Merci à vous, monsieur Keke. Quatrième auditeur en ligne, bonjour. Plateau. Bienvenue sur Sans Langue de Bois. Toussaint Wané Idou. Vous êtes sur Soleil FM et sur CK TV. Vous avez l'antenne. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Toussaint. Oui. J'ai trois petites questions pour vous. Oui. Voulez-vous nous dire que lors de la conception de ces lois, charte des partis politiques et le code électoral, vous, en tant que professeur, vous n'étiez pas associé? Deuxième question. Vous venez de développer tout à l'heure en nous montrant que les partis même que la Sénat a déclaré, a reçu
conforme leur dossier que si vous étiez à leur place, ce ne serait pas être ainsi. C'est-à-dire que ces partis-là deviennent des nouveaux partis. Mais comme ça, là, est-ce que vous ne donnez pas raison au PRD, que c'est le PRD à vous écouter, que c'est le PRD qui est un ancien parti qu'on peut accepter à aller aux élections d'avril 2018? Ma troisième question, je voudrais vous demander, dites-nous en toute honnêteté, aujourd'hui c'est un dimanche, vous appartenez à quel bord politique? Être de l'opposition ou bien de la mouvance? Toussaint Oualendou, excellent jour de travail à vous. Merci Toussaint Oualendou. 5e auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Soleil FM, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Habitant Mathias. Mathias Habitant qui nous appelle d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Porte-Nouveau. De Porte-Nouveau. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur Habitant. Je vous remercie beaucoup pour votre brillante présentation de la situation sociopolitique. Bon, il y a des préoccupations. Bon, à partir de 2016, vous nous avez dit que le CAMES est devenu une machine de production de la médiocrité et le Madagascar s'en est retiré. Par rapport à ça, ma question est celle-ci. Le CAMES devenu KS est-il devenu désormais un machin ou y a-t-il possibilité de le ressusciter? Deuxième préoccupation. Le philosophe Montesquieu, dans l'esprit des lois, stipule, je cite, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Tout à fait. Bon, le dimanche dernier, votre collègue M. Bago nous a dit que la Cour constitutionnelle nous envoie soit dans le but, soit dans l'affrontement, soit dans la guerre civile. Maintenant, vu aujourd'hui que l'actuelle Cour constitutionnelle, érigée en tribunal de première instance, nous envoie dans tout ce qu'il a dit là, est-ce que nous avons encore un pouvoir qui puisse l'arrêter? Voilà mes préoccupations pour ne pas trop monopoliser la parole. Je vous remercie, monsieur le professeur. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur Habitant. Un autre. Bonjour. Monsieur le journaliste et monsieur le professeur Laleye. Oui, votre nom déjà? Mon nom c'est Rondeton Olatundi depuis Djerébé. Rondeton Olatundi. Oui, de Djerébé. Vous avez la parole rapidement. Oui, ça me fait plaisir d'entendre la voix de mon professeur et Laleye. C'est rare. Moi, je n'ai pas l'habitude de participer pour l'émission, mais pour ce matin, ça me fait plaisir. Mais l'essentiel que moi, je vais vous dire, c'est les chances, comme professeur Laleye, qui connaît le droit, il faut qu'il montre au créneau pour nous servir ce que nous pouvons faire. Et les politiciens qui sont là, comme des paillards qui viennent de le dire, que ça soit accepté un jour. Que ça soit accepté un jour. Depuis 30 ans, nous sommes dedans. Moi, bientôt, j'avais 45 ans. J'ai commencé par à faire la démocratie vers l'âge de 15 ans. Où allons-nous avec tout ça là? Chaque mandat, il y a problème. Chaque mandat, il y a problème. Chaque mandat, il y a problème. Il faut qu'on trouve une solution. Mais monsieur le journaliste, je vous en prie, cherchez-nous à faire débat avec votre promoteur, au moins les images ou bien les images soient, pour que la langue soit en goût ou en fond, pour que les Béninois savent ce qui se passe là. Merci, monsieur. Merci à vous. On est en attendu. On prend un dernier auditeur. Un tout dernier auditeur ce matin. Mohamed Diamidi, à la technique, nous permettra d'avoir cet auditeur, soit au 64, soit au 66, pour mettre un terme à cette partie interactive. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez le nez au Sativo depuis Porto-Novo. Au Sativo. Vous avez monsieur le journaliste, je salue le bravo de votre invité, monsieur le professeur, qui est au studio. Voilà que nous sommes en face de réalité, c'est-à-dire la grande misère du peuple. Je voudrais demander, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les intellectuels, c'est-à-dire les sages de nos institutions, commencer par l'Assemblée, la Sénat, la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur, c'est que chargé des élections,
par rapport à leurs génies, ont laissé les savoir-faire pour aller vers la politique, pour mettre le pays dans les dangers. Ma deuxième question. Depuis 1990, où nous participons aux élections, les dirigeants, c'est-à-dire les chefs d'État, ne sont pas des frères pour le développement de notre pays, parce que le peuple, à travers sa maturité, nécessite son devoir de voter chaque fois. Voilà aujourd'hui que nos dirigeants nous découragent. Comment faire aujourd'hui pour que le Bénin soit toujours le pays bien vu par rapport au monde? Monsieur le journaliste, tout à l'heure, Oussa Thibault depuis Porto-Nouveau. Merci à vous, monsieur Thibault. Ça, même si votre première question n'est pas du tout comprise. Alors ici, professeur Laleh, nous revenons en studio. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Les auditeurs vous en ont posé aussi. On a quelques minutes, à peine une dizaine, pour répondre à tout ça. Oh là là. Alors, déjà, Justin Ounayon, les 2 derniers mandats, il a trouvé que c'était les mandats de dérive, qui ont plus fait de dérive, mais pose la question, que faut-il faire maintenant pour qu'on, je crois, je note là, pour qu'on sorte de là, en quelque sorte. Et demande où est-ce que vous pouvez trouver, qu'on peut trouver aussi votre livre. On vous permet que... Oui, bon, avec votre permission. Oui. Je voudrais d'abord les remercier tous pour l'intérêt qu'ils ont apporté et pour les bons mots qu'ils m'ont adressés. Oh, carrément, on va le dire, de nous joindre pour avoir... le livre, mais c'est à la procure. À la procure, à Cotonou. À Cotonou. Oui. Bon, au fait, je constate avec souffrance que nous allons de dérive en dérive. Et la question est de savoir que faire. Le que faire, déjà, c'est ce que nous faisons ce matin. Et c'est pour cela que d'ailleurs je me suis permis, depuis 2012, d'écrire ce livre. Ce n'est pas pour les derniers, c'est peut-être les derniers, la dernière actualité me donne raison dans mes constats. Et comme je le disais, que je ne trouve pas de résilience. Mais la résilience doit venir aussi du peuple. Il faudrait que les gens qui ne savent pas et qui veulent toujours parler là, cessent et qu'ils prennent conscience que nous ne sommes pas en une démocratie actuellement. Nous sommes tous sauf en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. De toutes les façons, c'est parti, je dis bien, depuis même 90, qu'il y a déjà eu des dérives, pas forcément au niveau de la Cour constitutionnelle, mais de la vie politique. Nous n'avons pas de parti qui puisse vraiment faire l'opinion, organiser. Mais maintenant, au moins un groupe de citoyens, il faut qu'ils tiennent la veille citoyenne et qu'on soit sincère, qu'on se dise la vérité. La société civile est là quand même, non? Vous trouvez qu'elle ne fait pas... Tout ça, une société civile aussi qui est politisée, je ne vous le fais pas dire. Parce que sur chaque question, on devait les voir prendre position. Parce que c'est ça leur fonction. Mais s'ils ne parlent pas, comment ils peuvent éclairer le peuple? Ce n'est pas possible. Donc, comme je le dis, c'est la contrebande au niveau de la politique et je voudrais insister sur certaines choses. On m'a demandé que faire. Le que faire, c'est que nous devons pouvoir tenir la veille citoyenne. Tenir la veille citoyenne, c'est pour qu'on se parle et qu'on soit sincère. Au-dessus, là, ça ne va pas. Même si c'est notre ami qui déconne, on a le courage de lui dire que ce n'est pas ça. Et on va s'organiser toujours. Et c'est au moins dans le petit cercle. Des gens ont des portes d'entrée avec certaines autorités qui puissent leur dire que franchement, à défaut d'être patriotes, soyons généreux. Alors, et monsieur, plus précisément, monsieur Wanedou a demandé si j'ai été associé. Non, je ne suis pas associé à rien. Mais il doit quand même me faire ce témoignage que depuis toujours, chaque fois qu'il y a des dérives, je prends position, souvent pas écrit, ou pas chose ou si la presse me demandait de venir, comme ce matin. Vous auriez dit que le PRD est donc l'ancien parti. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, il a mal compris. Je dis même le PRD, s'il applique la mise en conformité, c'est devenu un ancien parti. Il doit dissoudre, il doit se dissoudre. C'est ce que je dis. Ça fait ancien nouveau, ou nouveau ancien. Donc, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Donc, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas que ça soit dit. Votre bloc politique? Je n'ai pas de bloc politique. Ça, là, je le dis en toute sincérité. Si quelqu'un m'a vu quelque part, il n'a qu'à me le dire. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait ma liberté de parole, que vous avez apprécié ce matin. Je suis sûr que si j'étais dans un camp,
vous allez sentir que je ferai, comment on appelle ça, je ne serai pas libre. Je suis très indépendant. J'assure mon métier d'enseignant, de professeur d'universitaire, je l'assume. Et c'est vrai, il faut que je le dise pour que personne ne dise. J'ai fait la politique. J'ai été membre fondateur, NCC et après ensemble. Mais depuis 2000, j'ai fait dos à la politique politicienne parce que j'ai compris que les gens ne veulent pas la vérité. C'est pourquoi je me suis mis à l'écart. On retrouvera vous-même avec votre parti politique. Non. Si c'est ça, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui quand vous n'avez pas l'argent? Je dis, il faut que nous luttions pour qu'il y ait moins la sacralisation de l'argent. Et c'est ça que j'avais dit en pensant que, imaginez-vous, chers concitoyens, qu'aujourd'hui on dise que à partir de maintenant, le mandat du député c'est 4 ans. Cette ruée-là va diminuer. Qu'on revienne à la disposition constitutionnelle qui veut que le député n'ait que des indemnités parlementaires et non de salaire. Mais vous allez voir que ça va diminuer. C'est clair. Mais le délégué de quartier, il s'installe, il oublie qu'il a assume un mandat. Il veut même transmettre ça à son fils à cause des 500 francs ou des 1000 francs. Voilà la réalité de notre vie politique au Bénin. Pour signer les attestations et autres. C'est tout. Alors, donc, aujourd'hui déjà, nous sommes en face d'une crise. Et je l'ai dit à l'un de vos confrères, je pense que la situation est si préoccupante que déjà, il faudrait que le président de la République, que j'ai écouté d'ailleurs, très préoccupé de résoudre cette crise-là sans violer la Constitution, prenne l'initiative en vertu de ces prérogatives qui lui sont définies d'abord par l'article 41, où il est le garant. Il est le garant. Il y a quelques jours, on en parlait. Oui, c'est ça. Il est le garant. Il est le garant du respect de la Constitution. L'article 53, il a prêté serment pour dire qu'il se fait respectueux et défenseur de la Constitution. Et l'article 59 qui lui dit que c'est lui qui assure l'exécution des lois dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un premier goulot à lever. C'est le respect de la formalité prescrite par le pacte de la CEDEAO. Soit 6 mois avant les élections. 6 mois. Il suffit qu'il convoque même dès demain au palais les forces vives de la nation pour leur dire, moi, j'ai constaté que nous allons droit dans le mur. Je ne veux pas. Et cela, je suis sûr que tout le monde va accepter. Et là, il y aura ce fameux consensus. Parce que c'est ça que... C'est clair. C'est ça qu'il veut faire. Il faut laisser. Le pacte dit qu'il faut ça. Exactement, c'est ça, même l'expression. On est obligé de laisser telle exigence pour telle autre. C'est tout. Et pour rester conforme à la Constitution, moi, je ne vois pas autre chose. Je peux me tromper. C'est de revenir au statu quo ante. Ça permet de lever toutes ces substitutions et autres récriminations qu'on ne veut pas, on a voulu, on n'a pas voulu. Le débat s'arrête. Les partis reprennent à la date de la promulgation, à partir de septembre, des nouvelles lois-là. Donc, on abroge. On n'abroge pas. La nouvelle charte. Ou bien, on va à l'Assemblée nationale. Il y a le style. On remet en vigueur la charte de 2003. En combien d'articles? 2. En 2 articles. La charte et le code électoral. Seulement, cela, ça va faire quoi? Ça va nous permettre d'arrêter tout débat et de ne pas chercher à aller tripatouiller encore sur ces lois-là qui ont déjà des problèmes dans leur application, comme je viens de le démontrer. Et ensuite, on va où? Le calendrier électoral. Parce qu'il ne sera pas question de dépasser le 15 mai pour ne pas installer. C'est la seconde loi qui sera prise pour le calendrier électoral. Et c'est là encore le consensus. Les partis seraient obligés de faire des concessions. Ce qu'ils doivent faire en une semaine, ils font ça en 2 jours. Exactement. Et là,
on ne dira plus, puisque c'est une loi qui va définir le calendrier électoral, il leur appartient maintenant de courir. De telle sorte que, bon, celui qui n'aura pas à remplir certaines conditions, ça ne dépendra plus d'une institution de la République, mais de son incapacité à pouvoir faire chose là. Et là, on va me dire, et c'est la question qu'on m'avait posée, et les nouveaux partis, je vous avais dit, en principe, si nous sommes sérieux, tant sur le plan juridique que sur le plan politique de notre démocratie, ils sont disqualifiés pour aller aux élections. Or, les deux là, en vérité, si on ne veut pas se tromper, c'est des alliances de partis qui sont reconstituées. C'est pourquoi il y a un qui code bloc. Le bloc, c'est... Hein? Parce qu'il y a un parti qui existe, qui est parti républicain, qui n'a pas voulu porter parti. Il y a un parti républicain qui existe. Républicain, ils veulent dire qu'ils sont la chose du public. Donc, c'est encore... Donc, avec la notion d'alliance des partis, ils iront aux élections. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils vont éprouver leur dynamique unitaire. Donc, moi, je pense que là, il n'y aura pas de débat. En moins de... D'ici à jeudi, tout ça là serait terminé. Professeur Laleye, le CAMES, je voudrais qu'on aborde. Ah oui, j'ai oublié. Merci beaucoup. Votre diplôme, il est... Non, laissez-moi terminer d'abord. L'ami a demandé si c'est devenu CAES, c'est vrai. Depuis 2016, et c'est pas moi qui le dis, c'est leur livre que même ont publié au niveau de la chose, au niveau, en parlant de leur fameux cinquantenaire. C'est bien clair que depuis 2016, la République a quitté. Et ensuite, je dis, avec toute la souffrance, et c'est pour vous répondre, avec toute la souffrance, que le CAMES est un machin, c'est une nébuleuse. Une machine à produire, à reproduire la médiocrité. Je ne le dis pas seulement, je l'ai coécrit avec mon collègue, et je vous dis, j'attends le débat contradictoire. Vous parlez de votre collègue, je le cite, c'est le professeur Mohamed Chérif Din Raimi. Tout à fait. Nous l'avons dit. Votre diplôme, il est CAMES? Je suis diplômé. Je suis diplômé pas de CAMES. J'ai mon doctorat et je l'ai effectué en France. Et ça n'a pas été encore constaté jusqu'à aujourd'hui. Et voilà encore une erreur. Les gens pensent que nos promotions, qui sont des aptitudes à la profession d'enseignant, on fait enfin un diplôme. On va jusqu'à dire que l'agrégation a un diplôme. Le diplôme sanctionne un examen et non un concours. Le concours est un moyen de sélection. On dit bien concours d'agrégation. Alors on veut faire croire au peuple que l'agrégation a un diplôme. Ça c'est grave. C'est encore l'expression de cette misère morale et de ce que nous fait faire cette institution sans visage. Je le dis et je suis prêt à répondre. Professeur Laleye, je vais demander en 5 secondes votre mot pour finir, parce que là, déjà, on est même à la fin. C'est pour dire à mes compatriotes que l'espoir est permis et que ça ne dépendra que de nous-mêmes. Il faudrait que nous prenions la mesure, parce qu'on m'a dit, et on me l'a enseigné, qu'en 1994, les Burundais et les Rwandais ne pouvaient pas tuer une mouche, parce qu'ils étaient chrétiens catholiques fervents à plus de 95%, 98%. Mais l'accumulation des frustrations... On a connu le génocide. Je vous en prie. Que Dieu nous en épargne, mais Dieu n'est pas pour seulement les Béninois. Il ne faut pas qu'on soit toujours en train de le provoquer et dire qu'il est là, ou bien qu'on a un génie qui sait à tout moment venir à notre rescousse. Je nous en prie, surtout quand c'est la célébration de l'argent. Argent, roi, partout, je nous en prie, il faudrait que ça s'arrête. Merci à vous, professeur Laleye Okunlola Moïse Laleye. On s'est basé sur votre livre « La Cour constitutionnelle et le peuple au Bénin », d'un juge constitutionnel institué à un procureur suzerain, récemment lancé, ce que vous avez dit, pour décrypter un peu ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle et le peuple, les relations qui existent depuis la première mandature jusqu'à aujourd'hui. Merci. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout abordé avec vous. Merci. On verra l'opportunité de vous ramener encore une fois. Merci. Je suis à votre disposition. Mohamed Liamini qui a assuré la mise en onde Saturne Yossou, c'est un plaisir pour moi d'avoir été chez vous, mesdames, messieurs. Sans langue de bois, ce sera dimanche prochain encore, Dieu le voudra.